C'était dimanche dernier, à l'autre bout du monde, de notre planète, c'était le vote en Nouvelle-Calédonie sur, au fond, l'indépendance. Le résultat est tombé, 56,4% de non, à la fois une majorité de non, et on va le voir avec nos invités, en fait, un résultat bien inférieur à ce que pensaient les partisans du non, qui a donné, au fond, un goût de victoire à ceux qui ont en apparence perdu, c'est-à-dire les partisans de l'indépendance. Nous sommes avec 3 personnes pour en parler. D'abord, avec un immense plaisir, Wallace Cotra. Pourquoi immense plaisir? C'est qu'on se connaît depuis très longtemps. Pour moi, Wallace est un compagnon en journalisme de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez commencé en 81 à RFO en Nouvelle-Calédonie. On s'est connus au pire moment en 85-86 de la dureté du climat là-bas, avant les tragiques événements de 1988 qui ont donné lieu aux accords qui ont permis ce référendum. Et vous êtes aujourd'hui directeur exécutif en charge des Outre-mer à France Télévisions. À côté de vous, Sarah Mohamed Gaillard, vous êtes historienne à l'INALCO, ce qu'on appelle les Langues-O, Institut national des langues et civilisations orientales, et vous êtes spécialisée sur la France et l'Océanie avec un livre chez Armand Collin et toutes sortes d'articles scientifiques et savants autour Histoire de l'Océanie, le livre chez Armand Collin, qui met tout cela en perspective. Et en face de vous, Hélène Salvi, journaliste à Mediapart. Alors, j'insiste, on a accordé beaucoup d'importance à l'histoire de ce référendum, à l'enjeu de ce référendum, à ce présent et au passé qui était derrière ce présent dans Mediapart. Je voudrais le signaler parce que sous la coordination de Karine Fouteau, co-directrice éditoriale, il y a toutes sortes de journalistes qui ont été mobilisés et qui ont été sur place. Hélène, tu as été sur place en Nouvelle-Calédonie, tu suis l'exécutif aujourd'hui à Mediapart, mais actuellement il y a Joseph Confavreux qui y est toujours, ainsi que Julien Sartre qui a suivi et qui suit un peu les questions d'outre-mer pour nous, mais Lucie Delaporte aussi a été mobilisée, comme Karine Fouteau qui a été là-bas. Également Mehdi Lalaoui avec tous ses films. Mehdi Lalaoui est un compagnon de tout ce qui se passe là-bas en Kanaki. Et puis Antoine Perrault a aussi écrit. Et puis aussi beaucoup de photoreporters nous ont accompagnés. Wallace, je vais commencer par vous. Ma première question est toute simple. Vous qui avez la vision sur la longue durée, je précise, vous êtes de Tiga, une des îles Loyauté. Les îles. Comment? Une très grande île. 150 habitants. Les îles ont voté à 82% pour le oui, pour l'indépendance. Vous connaissez tous les protagonistes de toute cette histoire depuis près de 40 ans. Tjibaou, évidemment, assassiné en 89. Jacques Lafleur, qui était le partisan des loyalistes, comme on disait, avec qui vous avez fait un livre. Vous avez présidé ou présidez toujours le conseil d'administration du centre culturel Tjibaou. Bref, à tous ces titres, j'ai simplement envie de vous demander, sur cette longue durée, quel est, votre commentaire sur ce résultat? Je me rappelle d'une interview qu'a donnée il y a 30 ans Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Je crois que c'était à TF1 avec Patrick, avec PPDA. Et il posait la question, comment voyez-vous la Calédonie dans 30 ans? Et dans 20 ans, je crois. Et Jacques Lafleur disait, avec la France, mais tous ensemble. Et Jean-Marie Tjibaou disait, indépendant, mais tous ensemble. Et je crois qu'on n'a pas vraiment bougé. C'est-à-dire finalement, il y a une stabilité de ces questions-là sur le temps. Alors, c'est vrai qu'il y a des surprises, parce que certains annoncé 70, 30, etc. Mais dans le fond, finalement... le pays, en 30 ans, les grands équilibres politiques n'ont pas bougé, mais il y a quand même, la gestion d'un pays ensemble. Il y a quand même ce que j'appelle un fait calédonien. C'est-à-dire que les gens ont co-géré ce pays. C'est quand même assez unique dans notre histoire, finalement, avec un gouvernement commun, avec des décisions qu'on doit prendre ensemble. Et c'est ça qui est à la fois ce sentiment, pour revenir à la question, ce sentiment qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait tout en 30 ans.
Mais beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites pour sortir de, de cette situation compliquée. Est-ce que, justement, et on s'est dit ça à plusieurs reprises dans les articles qu'on a écrits, est-ce que la France, la politique française, le jeu institutionnel français, les rapports de force n'auraient pas à apprendre beaucoup de la civilité politique qui s'est inventée là-bas? Moi, je crois qu'il y a des choses à partager. Mais je crois que la Calédonie a changé la France aussi, quelque part. Par exemple, c'est un des rares dossiers où il y a un consensus depuis 30 ans. La gauche et la droite, Sarkozy, Jospin, enfin, tout le monde a été sur la même base, qui est la lettre et l'esprit de l'accord de Matignon. Et ça, c'est quelque chose qui est, même sur il me semble que même sur la défense, ça commence à bouger en France, donc, sur ce plan-là. Mais il y a d'autres choses qui ont changé la France, me semble-t-il. C'est que, par exemple, au bout du processus, on se retrouve avec 3 peuples reconnus par le processus. Le peuple français, le peuple kanak, qui est reconnu par les accords de Matignon, et le peuple calédonien, qui a participé à ce vote. Et ça, c'est un peu exorbitant du droit commun en France, qui est quand même un pays qui ne fait pas semblant d'être jacobin. Et bien finalement, la Calédonie a bousculé tout ça. Et je trouve que, malheureusement, ce n'est pas très connu en France métropolitaine. L'idée de la pluralité. L'idée de... Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un bloc jacobin, unitaire, etc. Et que là, de fait, le combat qui s'est passé à très loin d'ici, finalement, à 20 000 km, a fait bouger quelque chose qu'on sent... Donc, pour revenir à votre question, je pense que la Calédonie a un peu bousculé la France dans son architecture constitutionnelle et politique. Alors Hélène, toi qui as suivi la présentation, l'analyse, il y a aujourd'hui toutes des cartes, des résultats. Hein, comment commenter cette idée? Notre article disait une défaite au goût de victoire pour les indépendantistes, en rappelant donc qu'il y avait, et on l'analyse aujourd'hui, presque un partage à la fois géographique et ethnique des votes, hein, puisque la province sud, où il y a Nouméa et où il y a le plus grand nombre de non-Kanaks, pourrait-on dire, a voté non à 74%, la province nord, le oui à 76%, et les îles, comme je disais, le oui à 82%. Quel est, toi qui as été sur le terrain et qui connais un peu comment Matignon, aujourd'hui, le Premier ministre était là-bas, comment tu analyses ça et comment eux-mêmes voient cela? Alors déjà, il y a une chose, et je rejoins Wallace Cotra là-dessus, c'est que pour le coup, comme tu l'as dit, moi je traite de politique depuis des années à Mediapart, et c'est vraiment, je trouve, le processus politique le plus enthousiasmant qui m'ait été donné d'analyser. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même, dont on imagine bien que l'État français a tout intérêt à rester en Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, il était très content que ce soit le non qui l'emporte finalement, parce que c'est une position stratégique au sein du Pacifique. Pour autant, le Premier ministre fait part de la fierté de la France sur ce qui s'était passé. Sur le reste, il y a de toute manière, de façon assez prégnante, le fait que même si cette société calédonienne a évolué, considérablement évolué en l'espace de 30 ans, il y a quand même encore, en termes de société, un vrai clivage entre les communautés. Ce qui est assez étonnant là-bas, c'est que les communautés, contrairement à la France métropolitaine, c'est pas un gros mot en Nouvelle-Calédonie, la communauté. Et on peut même interpréter de façon ethnique, ce n'est pas un gros mot. D'ailleurs, c'est le seul territoire français où on peut faire des statistiques ethniques. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde travaille autour de ce sujet-là. Et pour justement l'analyse des résultats qu'on a pu réaliser, alors c'est encore frais, il y aura d'autres choses à regarder, mais il est assez évident qu'en grande majorité, les personnes issues du droit coutumier, c'est-à-dire globalement les Kanaks, ont voté dans la province nord et dans les îles de Loyauté, clairement en faveur du oui, alors que dans le grand Nouméa, qui rassemble davantage de populations dites européennes, le non l'a emporté. Ce qui est assez... même si évidemment tout ça est à nuancer. C'est ce que dit notre article aujourd'hui. Il se termine en disant
la couleur de peau n'est pas la rationalité unique. Il y a des non-Kanaks voilà, qui ont voté pour l'indépendance et inversement. Voilà. Il y a des Kanaks qui ont voté pour rester en France. Donc tout ça est évidemment à nuancer, comme tout. Mais pour autant, il y a quand même quelques petites leçons à tirer. Nous en parlions avant. Je crois que la grande surprise, parce qu'effectivement... À quelques heures du référendum, il n'y a pas que les loyalistes. Hein. L'État français était persuadé, au regard des sondages, que ça allait être sur 60-40, peut-être 70-30, mais tout le monde parlait, même les observateurs très anciens, Alain Chrisnart, etc., misaient sur un 60-40. Un non très massif. Voilà, ce qui n'a pas été le cas, pour une raison assez étonnante, et je trouve... à titre personnel, très réjouissante, c'est qu'en fait, la démocratie a fonctionné. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à faire en métropole, eh bien, en Nouvelle-Calédonie, ils ont réussi à le faire. Ils ont motivé... Les jeunes se sont déplacés en masse pour aller voter. Ils se sont politisés, ils se sont engagés. On imaginait que toute la jeunesse qui n'a pas la mémoire de ce qu'on a appelé les événements, le massacre d'Ouvéa, etc., peut-être était éloignée des enjeux du référendum. Et en fait, il s'est avéré que non, ils se sont déplacés en masse, ce qui a créé cet écart plus resserré. Ce qu'un sociologue explique bien dans notre article plus récent, en disant Paul Niaoutine, par exemple, qui est toujours élu, qui est le président du gouvernement de la province Nord, et on ne le voit pas tellement à la télé. Il n'est pas dans la communication classique, mais il est dans ce travail de terrain où on a le temps, où il y a un rapport au temps. Mais de toute manière, c'est une façon de faire de la politique qui est parfaitement différente et une fois de plus, je trouve assez réjouissante. C'est du temps, c'est pas des divisions qui servent à rien, c'est du dialogue, c'est de la discussion, ça fait 30 ans, ça dure, ça discute, ça s'écoute et c'est franchement rafraîchissant. Wallace, une réaction à ce que dit Hélène? C'est vrai que, alors ça, c'est très... Dans le monde kanak, finalement... c'est un monde de la complexité. C'est très complexe. Hein. Vous avez 27 langues kanak, je pense que Sarah peut en parler. Donc c'est très compliqué. Et donc il faut du temps pour échanger, pour expliquer tout ça. Et je trouve aussi qu'il y a une autre dimension dans le vote des jeunes kanak. Hein. C'est une dimension identitaire aussi. C'est-à-dire que plus il y a la mondialisation, plus on est dans l'urbanisation, par exemple, plus on a besoin de repères. Et pendant la campagne, j'ai été frappé, on en parlait tout à l'heure, les jeunes ont décidé d'afficher leurs couleurs, d'afficher leur drapeau. Et donc, ils ont demandé à tous les jeunes de montrer là où ils sont leur drapeau. Et ça a circulé sur le net, etc., de partout, de Paris, de Marseille, de Lifou, de Marais, etc. De partout, les jeunes montraient leur couleur. Comme s'ils étaient fiers de dire « nous sommes », voilà. Donc, je pense qu'il y a cette dimension-là aussi dans le vote, qui est de dire... On ne veut pas disparaître avec notre culture là-dedans. Il y a toujours cette idée-là dans les petits peuples du Pacifique, qui est la peur de disparaître. Ils veulent exister, ils veulent apporter ce qu'ils sont, et que dans la construction du pays, ils veulent apporter cette empreinte-là de la culture kanak. Alors, Sarah Mohamed Gaillard, votre regard, j'irai également sur la longue durée, parce que là, j'ai un article que vous aviez fait sur le journal de la Société des Océanies sur 150 ans d'histoire entre, c'est pas tout récent, c'est en 2003, d'histoire entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Il y a une autre dimension qu'il faut dire, c'est que tout ça se passe très loin, mais néanmoins, ici, il y a une résonance très forte, c'est la France est la dernière puissance coloniale au monde. C'est l'actualité de la présence, la force de la question coloniale, y compris, par exemple, dans les enjeux économiques de la possession française, le deuxième territoire maritime du monde, avec les possibilités économiques que ça peut représenter. Qu'est-ce que ça dit, ce qui s'est joué dans le drame, puis dans la réconciliation, la palabre, la discussion? Qu'est-ce que ça dit, au fond, du rapport de la France au monde? Alors, moi, je partage vraiment ce qui a été dit sur le côté réjouissant et palpitant de ce processus. Je pense que ça fait près de 40 ans que la Nouvelle-Calédonie questionne la démocratie française, la met à l'épreuve, et qu'en même temps, la France a accepté ça parce qu'après Ouvéa,
Michel Rocard l'avait dit, c'était soit la paix, soit la guerre. Oui, on peut dire qu'elle l'a accepté après un grand sacrifice de jeunes Kanaks. Mais il faut voir aussi que durant toutes les années 80, même si les situations ne sont absolument pas comparables, la Nouvelle-Calédonie a été vue quand même assez largement par les responsables politiques métropolitain par le prisme de l'Algérie. Il y avait ce syndrome algérien entre Michel Rocard, qui s'était engagé en politique pour s'élever contre la guerre d'Algérie, François Mitterrand qui avait engagé cette guerre d'Algérie. Donc on pourrait les citer, Chirac, Pasqua, etc. Donc le spectre de cette guerre quand même a pesé sur la Nouvelle-Calédonie, sur sa gestion au départ, sur les tensions entre la droite et la gauche, et puis ensuite sur l'idée que peut-être que la France tenait là la possibilité de décoloniser pacifiquement, proprement, un territoire. Donc c'est quand même, je pense, autour de ça que le consensus se fait. C'est que ça fait 30 ans, finalement, que les acteurs sur place, mais aussi l'État français, souhaitent garder le dialogue, la paix, parce que ça bénéficie à tout le monde. Il n'y a aucun intérêt à ce que la Nouvelle-Calédonie reparte dans des violences, même si les tensions ne sont pas complètement apaisées. Donc il y a une sorte de consensus, d'effort commun pour ne jamais aller trop loin dans la rupture du dialogue. On le voit très bien, il y a eu une crise importante en Nouvelle-Calédonie cet été, il n'y avait pas de chef de gouvernement, on vient à Paris, ça se résout, c'est parfois plus simple de discuter pour les Calédoniens dans les couloirs des ministères parisiens qu'à Nouméa. Donc il y a aussi ce jeu permanent de va-et-vient entre ce qui se passe en Calédonie, ce qui se passe à Paris. Et je pense que la démocratie française a beaucoup à apprendre de ce dossier. Après, très clairement, la Nouvelle-Calédonie est un enjeu pour la France, l'outre-mer est un enjeu pour la France. Et moi, j'ai tendance à considérer que finalement, depuis 50 ans, enfin toute la Ve République n'a qu'un seul objectif, c'est de se maintenir. Mais pour se maintenir, elle a eu plusieurs politiques. Et finalement, depuis 1988, la prise en compte des particularités de la Nouvelle-Calédonie a amené la France peut-être à accepter d'évoluer plus loin qu'elle ne le pensait au départ, mais avec la finalité de maintenir au moins une influence, sans doute dans son giron, mais au moins une influence, parce que d'ailleurs les indépendantistes ne veulent pas une rupture avec la France. Et c'est quand même depuis les années 80 qu'on a tendance, enfin qu'on parle des Outre-mer et plus de l'Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie a permis, sans doute à Paris, de comprendre que les Outre-mer étaient pluriels et que ce n'était pas une faiblesse de montrer les particularités de chacun de ces territoires, d'œuvrer à leur intégration régionale, qu'au contraire, ça pouvait renforcer la diplomatie française, en faire une vitrine. Quelles conséquences pour la Polynésie? Parce qu'il faut rappeler qu'au comité de décolonisation de l'ONU, il y a 2 territoires français, donc il y a la Nouvelle-Calédonie et il y a la Polynésie, qui sont inscrites dans ce communauté de... Oui, mais la Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1986. Ça n'a jamais forcé la France à engager quoi que ce soit. Ça peut donner de l'espoir aux indépendantistes polynésiens, mais les situations sont radicalement différentes. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement. L'indépendantisme est extrêmement quand même communautaire, même s'ils ont réussi là à franchir un petit peu la barrière du monde kanak. Et fortement enraciné, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont une assise qui est beaucoup plus faible. Alors ça peut évidemment donner envie, ce processus, mais je ne pense pas que ça joue directement sur l'avenir de la Polynésie française. Alors, une question, Wallace Cotra, les accords de Matignon, puis de Nouméa, donc prévoyaient, au fond, un processus très complexe, justement, puisque un référendum, mais aussi un deuxième référendum, voire un troisième. Et un troisième. Donc, normalement, un deuxième en 2020. Avec ce résultat-là, est-ce qu'on est sûr que ce deuxième référendum va être confirmé ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir des discussions, des palabres qui vont amender les accords? Qu'est-ce qui va se passer? C'est compliqué la situation parce que, tel que les déclarations d'après-vote, il y aura un deuxième référendum puisque les indépendantistes le souhaitent. Puis peut-être un troisième. Avec le sentiment qu'ils peuvent le gagner, qu'ils ont le temps pour... Voilà, mais je rappelle qu'il y a quoi, il y a 18 000 voix qui leur ont manqué. Donc ils sont un peu gonflés par ce... Et avec, je précise, un parti indépendantiste, le parti travailliste, qui a appelé à se retirer, à ne pas voter. À boycotter les élections. Voilà. Mais en même temps, on se dit que dans ce dossier calédonien qui est complexe,
il y a deux débats importants, en fait. Le premier débat qui est notre relation avec la France, qui est posé par le référendum, puis l'autre débat qui est dit comment on construit ce pays-là ensemble, entre nous, les Calédoniens. Ce débat-là, il est très important aussi. Et il n'est pas dans le... Voilà. Et donc, c'est ces deux questions qui traversent l'ensemble de... au bout d'un moment, il faut qu'on discute entre nous. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un peuple calédonien, un peuple kanak, un peuple français. Le peuple français, bon, c'est le gouvernement qui a cette position-là. Mais nous, entre nous, en Calédonie, il faut trouver, et c'est autour d'une table qu'il faudra trouver ça. Est-ce que c'est avant le deuxième référendum? Est-ce que c'est après le troisième référendum? Mais il y aura ce moment-là où on dit finalement comment on construit ce pays ensemble. Et je trouve que le processus, ce qui est original, c'est que j'ai dit tout à l'heure que ça a changé la France, mais ça nous a transformés, nous aussi. C'est-à-dire que finalement, ça nous a permis, cette poignée de main entre Kibaou et Lafleur, finalement, nous a obligés à nous penser différemment. Et c'est pas facile de tenir ce discours-là. C'est pas facile, parce qu'on voit bien qu'à droite, ceux qui tiennent ce discours-là, ils se font ramasser aux élections. Et ils perdent. Et à gauche, c'est compliqué les indépendantistes. Encore que les indépendantistes commencent à... J'étais surpris dans la soirée électorale que nous avons présentée le lundi premier, que ceux qui prenaient la parole pour les porte-parole des indépendantistes étaient parfois de type européen, parfois de type polynésien, parfois de type kanak. Donc ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Mais il y a cette question-là. Comment on construit notre pays ensemble, les uns avec... Parce que notre histoire est commune, finalement, avec les Caldoches, même si ça vient de la mine, enfin du bagne, etc. Finalement, ça fait combien presque 200 ans qu'on vit ensemble. Au bout d'un moment, ce dialogue-là doit exister, franchement, entre nous. Donc, voilà, il y a ces référendums-là qui posent la question de notre relation avec la France. Mais dans ce partenariat-là avec la France, je pense qu'il y a un consensus local qui est de dire, finalement, il vaut mieux un partenariat avec la France et l'Europe qu'un partenariat avec l'Australie et les États-Unis ou avec la Chine, le Japon. Voilà. Donc, après, il faut trouver une solution là-dedans. Et puis, l'autre question qui est de dire comment nous, les Calédoniens, au bout d'un moment, on se retrouve pour se parler entre nous, pour dire comment, finalement... On ne peut pas construire la communauté calédonienne ou le peuple calédonien en marchant sur l'identité kanak. Ce n'est pas possible. Donc il faut inventer quelque chose qui soit que c'est autour de cette case qu'il faut construire cette identité-là. Ce n'est pas autour de la Tour Eiffel. Voilà. Donc il faut qu'on se le dise entre nous. Puis voilà, mais je sais que les Calédoniens vont trouver le moment et le lieu et puis la manière de faire ça. Sarah Mohamed Gaillard, comment c'est regardé en Océanie, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, au-delà... Avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a d'abord de nombreux États indépendants d'Océanie qui suivent la question, le dossier qui est tout près, calédonien depuis très longtemps, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les indépendantistes de Ouest-Papouas, le Vanuatu, les Salomon. Il y a un regard qui est quand même très attentif sur ce processus. Par exemple, le processus calédonien pourrait aussi donner des idées pour résoudre la crise à Bougainville. Enfin, il y a une attention très présente. Il y a une très grande attention aussi de la part de l'Australie, parce que l'Australie projette sa sécurité, sa dernière ligne de sécurité sur les îles du Pacifique qui l'entourent, donc sur les îles de Mélanésie. Les États indépendants de Mélanésie sont en difficulté économique, de plus en plus aidés par la Chine. L'Australie craint le retour de bâton, c'est-à-dire quand ils ne pourront plus payer les prêts, est-ce que la Chine ne va pas demander des facilités portuaires, etc. Il y a eu toute une rumeur sur le Vanuatu ces derniers mois. Donc finalement, ce que souhaite l'Australie, c'est une Nouvelle-Calédonie apaisée, calme, stable, gérée par la France et pas par elle. Donc il y a une attention qui est bienveillante, portée par l'Australie, qui clairement, comme la Nouvelle-Zélande, demande plus de France dans le Pacifique que moins de France. Alors, justement, par rapport à... Ça fait transition. Hélène, on approche de la fin. Tu en parlais tout à l'heure. Édouard Philippe, qui s'est rendu sur place, a fait très attention à ne pas être partisan, à ne pas dire une fierté, à être très respectueux
ce qui doit se passer non pas autour de la Tour Eiffel, mais là-bas à Nouméa. Qu'est-ce que tu sens de leur démarche? Ils laissent jouer ou ils veulent obtenir quelque chose? Je pense qu'il y a déjà une vraie différence entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. D'une part parce que le sujet Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un sujet Matignon. Rocard, Jospin, ça a toujours été un sujet Matignon. Et il me semble que dans cette prégnance des enjeux, dans cette prise de conscience de l'importance de ce dossier-là, les premiers ministres, parce qu'ils ont les mains dans le cambouis et dans la complexité aussi des dossiers et dans la discussion avec les forces politiques, sont davantage que les présidents dans une forme de neutralité et de respect des accords de Nouméa. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a répété à l'Assemblée au lendemain ou le surlendemain du vote, à une question qui lui a été posée par un représentant politique de Nouvelle-Calédonie. Il a dit, au sujet du deuxième, voire du troisième référendum, il a dit soit il y a un fort consensus, mais sans trop y croire, pour une simple et bonne raison, c'est que dans quelques mois déjà, il y a d'autres élections en Nouvelle-Calédonie, les provinciales, et que ça risque de réchauffer un petit peu. Et par ailleurs, il dit l'État, et il a raison en soi, l'État n'est pas un arbitre dans cette affaire-là. L'État est co-signataire des accords de Nouméa. Il est engagé. Il est engagé et il est partie prenante de ces accords-là et donc du respect de ces accords-là. Il s'avère que ces accords prévoient, parce que le droit à l'autodétermination, de toute manière, est constitutionnel. Le droit à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est constitutionnel. Partant de là, ils étaient tombés tous d'accord sur la possibilité de faire plusieurs référendums. 3, en l'occurrence. C'est comme ça. Je veux dire, maintenant, les forces loyalistes pourront dire non, mais nan, c'est comme ça. Et l'accord de Nouméa, c'est ce sur quoi tout le monde reste complètement bloqué en disant c'est la chose finalement la plus belle qui s'est passée, donc on va rester là-dessus. La Constitution. Voilà, la Constitution, et tout le monde le respecte. Donc une indépendance-relation peut être une deuxième étape, c'est-à-dire une victoire d'un oui qui reste en relation avec la France. Oui. L'autre chose dont il parle, c'est la possibilité, mais enfin on fait des plans sur la comète, c'est la possibilité d'étudier tous ensemble l'un des scénarios que les constitutionnalistes, sur lesquels les constitutionnalistes travaillent depuis des années, qui est celui d'un État partenaire. Donc que la Calédonie soit indépendante, mais que la France soit l'État partenaire de la Nouvelle-Calédonie. Ça peut être discuté sans passer par un deuxième référendum. Mais ça nécessiterait... Je crois qu'ils ont étudié tous les schémas possibles. Hein. Je crois qu'il y a eu un travail des experts juridiques, et d'ailleurs la France a beaucoup mobilisé les juristes, les constituants pour étudier, indépendance, association, voilà, tout est possible. Mais je crois que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le plus important, c'est nous là-bas, aussi. C'est de dire, j'ai fait un livre d'entretien avec un grand chef kanak qui s'appelle le grand chef Naïsline. Oui, qui est dans les îles. Voilà, qui était foulard rouge, que j'ai bien connu aussi. Voilà. Et lui, il dit quelque chose qui n'a rien de politique, mais c'est une image. Il dit, mais finalement, souvent, quand quelqu'un meurt à Nouméa, on vient tous à la morgue et puis tout le monde pleure. Et autour du mort, il peut y avoir les Kanaks, les Caldoches, les Wallisiens, parce qu'on a travaillé ensemble, on a été dans un syndicat ensemble, on était dans un parti politique, etc. On est ensemble. Puis quand on sort à l'extérieur, chacun reprend sa posture. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on traduise notre intimité, et puis qu'on assume notre intimité ensemble. Et ça, c'est pas de la politique, mais c'est ça, le jour où on assumera cette intimité-là. Mais je pense que, justement, on est dans cette région-là où ces cultures, la culture kanak, peuvent nous aider à assumer cela. Et ça, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais c'est un peu ça la civilisation aussi. C'est quand des hommes d'horizons différents disent, mais finalement, on va y aller ensemble. Vous y croyez à cet optimisme, cette volonté-là, Sarah ?
Oui, je crois qu'en fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Enfin, le pari de l'intelligence reste sans doute le meilleur garant de la stabilité et de la paix en Nouvelle-Calédonie. Après, je pense que les élections provinciales risquent d'être intéressantes. Après, et de voir s'il y on a communie autour du mort et chacun reprend sa posture. Est-ce que ça va faire bouger les lignes? En tout cas, ça rebat la donne politique. Est-ce que les postures vont bouger lors des élections provinciales? Pas sûr. Non, je vous demandais en dernière, parce que dans votre livre « Histoire de l'Océanie » qui est paru en 2015, vous invitez à décentrer le regard pour envisager le monde depuis les îles. Et au fond, tout ce qu'on vient de dire en trop peu de temps, mais allez lire tout le dossier de Mediapart sur l'enjeu et le référendum, c'est au fond cette idée que les îles ont à apprendre à tous ces grands États continentaux prétentieux, non? Parfois. Je dis souvent les infiniment petits du monde. Et bon, moi je viens d'une très très petite île. Et c'est vrai qu'il y a cette idée au fond de à la fois la racine et puis l'horizon. La racine parce qu'on est tellement petite nos îles qu'on y est attaché fortement, notre culture, nos langues qui sont fragiles et tout. Et puis cet horizon qu'on voit tous les jours, etc. Et qui fait que quand on est ici, très loin, voilà, ça nous attire aussi. Et que plus on est loin, plus on est près. Et je pense que c'est ça ce qu'on porte avec nous et que ce processus calédonien a en lui aussi, qu'il veut partager avec les autres. Ce qu'un poète d'une autre île, la Martinique, Édouard Glissant, traduisait dans Soleil de la conscience en disant « Il faut savoir associer le regard du fils et la vision de l'étranger ». Exactement. C'est ça. Mais je trouve que finalement, Glissant aurait dû vivre chez nous. Oui, Édouard Glissant, si vous nous écoutez. Mais peut-être, les choses, on ne sait pas. Peut-être qu'il vit un peu là-bas. J'espère. En tout cas, ce qu'il a dit me touche beaucoup. Merci Wallace Cotra, merci Sarah Mohamed Gaillard, merci Hélène. Et continuez le Mediapart Live, 2 heures spéciales midterms américaines, avec en guest star notre correspondant permanent aux États-Unis qui n'a pas beaucoup dormi, Mathieu Magnodex. Restez avec nous.